Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des Suisses les plus connus du monde. L'exploration, le ballon, l'avion solaire. Voici l'autre Bertrand Piccard, psychiatre, écrivain. Vous signez Changer d'altitude, des solutions pour mieux vivre sa vie. On va parler de ça, on va parler de vous. Aventurier, explorateur, vous dites explorateur, hein, c'est votre mot. Explorateur de la vie en général, Ouais. pas que de l'aviation. 56 ans. Oui, déjà. Déjà, c'est passé comment? Mais à l'intérieur de moi, je me sens toujours un enfant avec des rêves et peut-être Mhm. quelques utopies. Et heureusement qu'il y a eu 56 ans pour y mettre un peu de pragmatisme et de réalisme. On a tous une mémoire, il y a une mémoire collective de la dynastie Piccard, de vos aventures, hein, le ballon, l'avion, la fameuse photo où on voit les trois Piccard, Auguste, Jacques, Bertrand. On se dit que vous avez eu une vie très amusante, c'est vrai? Mais le côté de la réussite fait toujours croire que c'est amusant et que c'est facile. Et puis le côté de l'échec est peut-être d'autant plus dur à porter. J'ai aussi eu des échecs qui m'ont fait pleurer aux larmes comme un gamin à différents moments de ma vie. Quand ça? Quand est-ce que vous avez pleuré? Premier échec du Breitling Orbiter 1 en Méditerranée après 6 heures de vol. C'était tellement ridicule. Je suis rentré vraiment en larmes. Là, c'était l'effondrement du rêve. Mais les réussites aussi, ces images incroyables quand vous survolez les États-Unis, quand vous êtes à New York, quand vous êtes à Phoenix, etc. Frôler la mort, survivre, tout ça évidemment, c'est une vie extraordinairement romanesque. Mais je n'ai pas frôlé la mort parce que je ne arrivé suis quand pas même. du tout addict au risque. Ouais. C'est pas ça. Je pense que le risque est parfois un passage obligé si on veut réussir quelque chose. Mais le risque, ce n'est pas seulement être en l'air et risquer de tomber. Le risque, c'est aussi de sortir de ses certitudes, sortir de sa zone de confort, s'exposer avec des idées particulières qui peuvent peut-être choquer à certains moments. Tout ça c'est du risque. Mais Bon, on va parler de ça, c'est dans votre livre, mais j'aimerais commencer par la fin, parce qu'elle est assez étonnante. Vous faites une liste des remerciements, et il y a beaucoup de gens connus ou moins connus. Il y a l'abbé Pierre, il y a le Dalai Lama, il y a Luc Ferry, il y a Mathieu Ricard qui signe la préface. Et puis, il y a un personnage dont on a peu parlé, on voyait les hommes de la dynastie Piccard tout à l'heure, c'est votre mère, Marie-Claude Piccard. Elle a énormément compté, on découvre là combien elle a compté. Mais c'est vrai, je pense que c'est elle qui m'a appris à être éclectique, à m'intéresser à différents courants de pensée, qu'ils soient orientaux ou occidentaux. C'est peut-être ça aussi qui m'a poussé à aller chercher au-delà des certitudes dans mes études de médecine, de faire aussi un peu d'acupuncture, de m'intéresser à la méditation, à la médecine chinoise, à l'hypnose ensuite. Elle était intellectuelle, hein, fille de pasteur, très intellectuelle, hein, d'après ce qu'on... Elle était virtuose de piano. Ouais. Et puis, elle a passé toute sa vie à chercher le sens de la vie, comment acquérir plus de sagesse, plus de sérénité, plus de paix intérieure. Et pour moi, c'était un modèle absolument magnifique. Et puis, un modèle d'ouverture totale. Je pouvais parler absolument de tout avec elle. Vous décrivez des très belles scènes où vous la bombardez de questions. Hein. Vous promenez et vraiment vous la bombardez de questions sur la philosophie, la religion. C'était amusant parce qu'elle était très étonnée de voir à quel point ça m'intéressait déjà quand j'étais tout jeune. Et puis pour moi, c'était merveilleux d'aller me promener avec elle en montagne, en forêt. Et puis de lui poser toutes les questions sur la vie, sur la religion, sur Dieu, sur la mort, sur les autres. Et puis d'avoir quelqu'un qui osait dire « je ne sais pas » ou « je cherche aussi ». Et c'était merveilleux. Je crois que dans la vie, il y a des gens qui sont parfois de notre famille ou pas de notre famille, mais qui sont des âmes qui se retrouvent dans une recherche commune. Et avec ma mère, c'était vraiment ça. La dette morale vis-à-vis de votre mère, vis-à-vis de votre père. Il y a cette très jolie photo qui fait très... C'est quoi? C'est les années 60, ça? Où vous êtes... c'est les couleurs typiquement années 60. Alors ça effectivement, 1968 en Floride. Vous racontez combien il a accepté de vous laisser faire ce que vous vouliez, hein, ce qui n'était pas évident. Ce qui n'était pas évident du tout, parce que mon père avait eu une totale dévotion à son propre père, et moi je faisais quelque chose d'autre. Et je pense que ça c'est le plus grand cadeau qu'il m'a fait, c'est de me laisser partir dans une dimension de psychologie, de psychiatrie, qui en fait lui faisait un peu peur. Auguste, la stratosphère, Jacques, les Mariannes, vous partez dans la médecine, ça l'a déçu à un moment donné? Je pense honnêtement, maintenant avec du recul, qu'il aurait bien voulu que je travaille peut-être plus avec lui comme lui avait travaillé avec son père. Mais en même temps, j'étais tellement différent de lui que je pense qu'on se serait
heurté sur beaucoup de domaines. Ça l'a peut-être soulagé que je fasse autre chose. Vous n'avez jamais été en rupture face à votre milieu. C'est un milieu, disons, on a l'impression d'un milieu assez patricien, vaudois. C'était le cas? Mais c'était très international. Ouais. C'était vaudois parce qu'on aime beaucoup le canton de Vaud, on se sent profondément suisse, mais en même temps, on a vécu en famille à l'étranger, aux États-Unis. Les gens qui venaient nous voir étaient toujours des visiteurs qui venaient de l'étranger. Là, vous avez une chance incroyable. Les astronautes, les scientifiques, franchement, là, toutes les fées sont sur le berceau. Vous avez beaucoup de chance. Oui, non, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance et ça m'a peut-être donné encore plus la responsabilité d'en faire quelque chose. Pas de révolte, je vous posais la question. Vous êtes un homme d'ordre par beaucoup de côtés. Ça me frappe, c'est vrai, il n'y a pas de révolte adolescente, il n'y a pas un moment où vous envoyez valdinguer tout ça. Non, c'est vrai. Je suis très hérétique sur ma manière de penser. Je pense que j'aurais été brûlé il y a 500 ans par l'Inquisition, ça c'est sûr. Mais par rapport à ma famille ou par rapport à l'ordre établi, comme ça, je n'ai pas vraiment de raison de me révolter parce que je pense qu'il faut... Moi, j'ai appris aussi ce côté concret. Je pense qu'on a besoin de s'appuyer sur un certain nombre de règles, un certain nombre de situations sur lesquelles on peut bâtir. Il ne faut pas tout casser sous prétexte qu'on veut bâtir autre chose. La suite de l'histoire, elle est connue. Il y a votre formation de psychiatre et l'héritage dynastique de l'aventure. Les deux vont se rejoindre. Et ils se rejoignent effectivement dans ce livre parce que vous dites le vol en ballon des années 90. Ça a été une révélation pour vous, pas seulement technique, mais comment on maîtrise sa vie, comment on n'arrive pas à la maîtriser aussi. Je crois qu'avant de faire du ballon, j'avais toujours envie d'être le pilote de la thérapie de mes patients. Et je pensais, en voyant les problèmes qu'ils avaient, qu'il fallait les diriger plus ou moins activement dans certaines directions. En devenant pilote de ballon, j'ai réalisé qu'on ne peut être que météorologue de la thérapie du patient. C'est le patient qui a sa vie. C'est le patient qui, en fin de compte, décide. Vous vous rappelez le moment précis où vous dites, voilà, les vents sont plus forts que moi? Alors ça, c'était dans la transatlantique en ballon en 1992. Ouais. J'étais paumé au milieu de l'Atlantique, il pleuvait, les météorologues n'avaient pas prévu cette pluie. Et je me suis dit, je ne peux plus rien changer, maintenant je dois accepter. Et ce moment d'acceptation m'a créé une liberté intérieure et un dégagement par rapport à tout ce besoin de contrôle qui m'a complètement transformé. Et vous en faites une règle de vie et vous le racontez dans des chapitres assez saisissants, à quel point le contrôle c'est important, mais on ne peut pas l'avoir entièrement. Je pense qu'on peut contrôler certains aspects de soi-même, c'est-à-dire de sa conscience, de sa présence, sa vigilance, sa performance personnelle. Ça, c'est des choses qui méritent le contrôle. La vie elle-même, on ne peut pas la contrôler. La vie elle-même, elle est aléatoire. Donc, quand on se trouve en période de crise ou en période d'incertitude, on doit essayer de l'utiliser pour en faire quelque chose. Et c'est là que le côté exploration et aventure m'a beaucoup aidé, je dirais. Il y a des moments où vous racontez des scènes avec des patientes qui sont très, très belles scènes, très prenantes. Une femme qui a un cancer du sein, par exemple, qui souffre énormément. Et vous la prenez en charge, comme psychiatre. Oui, parce que j'avais été bouleversé de la manière dont son médecin généraliste lui avait finalement fait de l'hypnose négative. Lui avait dit, au moment où vous aurez des douleurs épouvantables et des nausées incoercibles, revenez me voir. Évidemment, il les a suggérées. La patiente qui n'avait pas de nausées et pas de douleurs juste avant, elle sort de ce cabinet, elle m'appelle en me disant « j'ai des douleurs affreuses, j'ai des nausées, je vais mourir ». Alors que l'instant d'avant, elle ne savait pas qu'elle avait ce cancer. La fascination du mal, la fascination de la mort, on sent que c'est quelque chose qui vous énerve même. Il y a une page saisissante où vous racontez des funérailles et puis un pasteur qui en rajoute dans le sens « c'est terrible, il est mort, il ne reviendra jamais, vous n'entendrez plus le violon de votre fils, etc. » Et vous dites « ça, c'est affreux. Jouir de la mort, presque une sorte de jubilation de la mort, c'est vraiment affreux. » Moi, je crois que ce qui est le plus affreux, finalement, c'est la manière de vouloir refuser la souffrance. Parce que refuser la souffrance augmente la souffrance. Il vaut beaucoup mieux aller avec la souffrance, la traverser, et quand on a perdu un proche, accepter cette souffrance et ne pas la psychiatriser, et pas la rendre pathologique. Et puis, vous faites l'éloge des crises. C'est une grande partie de votre livre. Vous dites les crises, ça sert à quelque chose, y compris dans le quotidien. Il y a une page assez étonnante où vous dites, dans le couple, quand un couple, par exemple, fait l'amour de manière trop monotone, on ne peut pas se dire, ma chérie, il faut qu'on change un peu. Il faut une crise, il faut une aventure extra-conjugale, il faut peut-être un drame pour que ça aille mieux. Beaucoup, oui. Et je crois que la crise, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur, alors qu'en fait, c'est la seule manière d'évoluer. Ou à peu près la seule manière d'évoluer. Parfois, par peur des crises, on peut prendre les devants. Mais quand on ne prend pas les devants, c'est la crise qui nous rattrape et qui nous met dans des situations
où on a un choix. Et ça, c'est fondamental, et j'en parle beaucoup dans ce livre. On a le choix entre refuser la crise, vouloir revenir en arrière à l'équilibre précédent et souffrir horriblement, ou alors essayer de se dire quelle est la compétence, quelle est la ressource que je n'ai pas aujourd'hui et que je peux acquérir de manière à sortir de cette crise et être mieux après qu'avant. Ça, c'est le courage. On vous prête beaucoup de défauts, Bertrand Piccard. Vous savez, on peut faire la liste. Égocentrique, m'as-tu vu forcément, enfin, il y en a 1000 comme ça, mais courageux. Ce que vous avez fait est courageux. Et dans les petites choses de la vie, vous dites, voilà, affronter les crises, il faut y aller, sans arrêt. Mais je pense que c'est la meilleure manière de souffrir moins. Parce que finalement, l'être humain a envie de moins souffrir. C'est ça qui amène un patient en consultation. Donc, essayer de lutter contre la souffrance, ça ne va pas l'aider. Essayer de lui permettre d'en faire quelque chose, ça va lui permettre d'avancer. L'humour. Alors, vous racontez des scènes avec vos filles. Vous avez 3 filles, j'ai noté les prénoms, je ne les avais plus en tête. Solange, Oriane, Estelle. Pourquoi les 3 prénoms? C'est toujours intéressant, le choix des prénoms. Solange. Vous savez, on avait toute une série de prénoms sur une liste. Et puis, au moment de la naissance de chaque enfant, on l'a pris dans les mains. Et puis, on a récité les prénoms. Puis on a regardé lequel correspondait. Puis chaque fois, ça correspondait de cette manière-là, puis on a choisi ce prénom-là dans la liste. Solange, Oriane, Estelle, là aussi, vous ne faites pas du tout le psy qui donne des conseils un peu rigides. Au contraire, vous dites, lâchez-vous, un peu d'humour, désamorcer dans les rapports avec elles et dans les rapports avec leurs amis. Mais aller avec les problèmes plutôt que s'y opposer. Et dans la communication humaine, souvent, on se crispe et on rate des occasions de se sortir d'un problème. Les cavaliers disent ça. Les cavaliers disent il faut accompagner le mouvement du cheval. Accompagner le mouvement. Mais exactement. Moi, je me rappelle une fois, et j'avais complètement raté la réponse à l'époque. J'avais 18 ans. Un copain me dit, tu sais, tu devrais aller à la fête des vignerons comme figurant et chalat tellement tu es maigre. Et moi, ça m'avait profondément vexé. À 18 ans, on n'aime pas entendre ça. Et je n'avais rien répondu. Mais aujourd'hui, avec ces techniques de communication, je leur ai répondu, je comprends que tu sois jaloux, en Delta, je vole plus haut que toi parce que je suis plus léger, donc écoute, tant pis pour toi si tu es un gros. Et puis je m'en serais sorti comme ça. Mais à l'époque, j'essayais de contrer et ça ne marche pas. Et j'ai appris ça à mes filles aussi, d'utiliser la situation un peu comme en aïkido pour faire tomber l'autre tout seul quand l'autre nous attaque. Des choses toutes simples de cours de récréation. Un copain qui lui dit, tiens, on voit ta culotte, elle lui dit... Et ma fille qui répond, tu préférais que j'en ai pas. Mais elle avait 8 ans quand elle a dit ça. Puis elle est rentrée à la maison, puis elle m'a dit, papa, j'ai dit ça. Est-ce que c'était juste? Et c'était parfait. Mais je les ai beaucoup entraînés à ce genre de Vous leur apprenez la répartie, au petit déjeuner, qui va avoir le plus de confiture, etc. Tous ces petits jeux-là, c'est important. Je pense que c'est important de réaliser que souvent, on tombe à vouloir résister plutôt qu'à vouloir accompagner les situations ou même les amplifier. Et que ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la métacommunication, c'est-à-dire quand on arrive à se mettre un petit peu en dehors et à se mettre à décrire la situation plutôt qu'à tomber dedans, la voir à distance. Et puis aussi, je crois quelque chose qui est fondamental à apprendre, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, c'est de ne pas croire que la première réaction, la première réponse qu'on a, c'est l'intuition et c'est juste. Ce n'est pas l'intuition, c'est le conditionnement. C'est le conditionnement, la première réponse. Si on ne sort pas la première réponse automatique et qu'on prend un peu de recul, à ce moment-là, on peut être en contact avec son intuition et ce qu'on va répondre sera complètement différent et va être beaucoup plus profond, beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace. Alors, il y a les expériences de tous les jours et puis il y a des expériences extrêmes que tout le monde ne vit pas quand vous êtes dans l'avion solaire, que vous devez supporter plusieurs jours en rythmant le sommeil par phase de quoi, 20 minutes? De 20 minutes, oui. Là, vous êtes dans un autre monde quand même. Mais je suis dans un autre monde simplement parce que j'accepte de sortir de ma zone de confort. Et c'est ça que tout le monde devrait apprendre à faire. C'est peut-être un des thèmes du livre aussi. Identifier sa zone de confort, identifier ses certitudes et ses habitudes, et puis essayer autre chose. C'est ça qui rend libre. Moi, normalement, j'ai besoin de 10 heures de sommeil à plat, dans le silence et l'obscurité pour dormir. Quand je suis dans le siège de Solar Impulse et que je dors par coup de 20 minutes, assis avec du bruit et de la lumière, et que je vais tout aussi bien, ça m'interroge quand même sur les habitudes inutiles que j'ai acquises en 56 ans. Je vois que je peux en sortir. L'expérience de l'hypnose, les premières fois que vous en avez parlé, on disait... Piccard commence vraiment, il a parlé de Dieu, d'abord de la main de Dieu, maintenant il est à l'hypnose. Vous dites, oui, vous avez vécu des expériences qui vous ont métamorphosé. Oui, complètement. Complètement. À travers certains moments d'exploration et d'aventure où j'ai vu que je pouvais fonctionner beaucoup, beaucoup mieux que ce que je croyais. Mais honnêtement, moi, quand j'étais adolescent,
j'étais timide, j'étais pas très bien dans ma peau, j'étais un peu à côté de mes pompes parce que j'avais des grands rêves d'aller sur la Lune comme les astronautes que j'avais vus. Puis en même temps, mon père me forçait à mettre un casque en vélomoteur pour aller à l'école. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas facile le contraste. Vous êtes Monsieur Tout le Monde? Pardon? Vous êtes Monsieur Tout le Monde? Vous diriez que vous êtes encore Monsieur Tout le Monde? Mais totalement. Mais la seule chose, c'est que je me donne les moyens d'essayer d'accomplir mes rêves. Et j'essaye d'aider mes patients et d'aider les lecteurs de mon livre à aussi se donner les moyens pour accomplir leurs rêves. Quels que soient les rêves, il en faut. Vous parlez de la machine du corps, y compris de la machine du corps, hein, le vieillissement. Vous avez été très sportif, maintenant vous avez la cinquantaine. Ça change quelque chose? Mais je sens que je commence à rouiller un petit peu dans les articulations, dans les muscles, etc., que je dois faire plus de sport qu'avant pour rester en forme. Les 50 ans, ça a été un coup, hein, vous disiez ça. Ah, les 50 ans, c'était un coup parce que je n'ai jamais imaginé que je pourrais avoir 50 ans. Je ne me sens pas à 50 ans. Puis maintenant, je me dis, le prochain anniversaire, c'est 60. D'un côté, c'est encore pire, mais maintenant, on commence à s'y habituer. Comment vous étiez gamin? Vous disiez tout à l'heure, un peu freluqué, un peu... les femmes, c'est très frappant, hein, vous êtes entouré de femmes. Alors, il y a votre mère qui a beaucoup compté, votre épouse qui compte énormément. Oui. Mariage très précoce, hein, enfin, un couple très, très précoce. Elle a quel âge? On s'est rencontrés quand elle avait 16 ans et moi 19. Ouais. Ça, c'est vraiment l'aventure d'une vie. Hein. Oui, oui. Avec toutes les crises qui nous ont permis de tenir jusqu'à maintenant. Et 3 filles. Donc, c'est vraiment un gynécée. Ça vous a beaucoup marqué, ça, d'être entouré de femmes? Mais en même temps, j'avais mon père, en même temps, j'avais un frère, une sœur aussi, donc il y avait un équilibre. Il y avait le monde aventure et exploration qui était un monde d'hommes. L'aile delta, c'était un monde d'hommes. Tout ce que je faisais sportivement, c'était ça. Et puis peut-être effectivement le côté spirituel qui était plus un monde de femmes. Quand j'allais dans des séminaires d'hypnose, de méditation, de médecine chinoise, là, il y avait plus de femmes que d'hommes, c'est vrai. La séduction, comment vous faites pour y résister? Mais je crois que c'est assez inhérent d'avoir envie de montrer le meilleur aspect de soi-même. C'est vrai que ceux qui me connaissent voient aussi l'aspect catastrophique de moi-même. Quand je m'énerve, quand je pique une crise, quand je suis soupe au lait, que je m'énerve parce que je suis déçu de quelque chose ou que les choses ne vont pas comme je veux. Mais c'est vrai que c'est inhérent à l'être humain de plutôt essayer de montrer le côté qui va bien que celui qui ne va pas bien. Le 1er mars, ce sera la grande aventure, 1er mars 2015. L'avion solaire, départ d'Abu Dhabi. Ça, c'est le résultat de combien d'années de gamberge? 12 ans. 12 ans, puis maintenant on est à 3 mois du départ. Ça fait assez drôle. Et je crois que quel que soit le temps qu'on a pour se préparer, on n'est jamais prêt au moment où ça arrive. Et là, tout le monde est sur le pied de guerre pour être vraiment prêt. Ça veut dire quoi, le trac, la peur que ça rate, c'est présent? C'était très présent dans le Tour du monde en ballon. Maintenant, j'ai été un peu vacciné avec 2 échecs. Je sais que le pire, c'est pas de rater, le pire, c'est de ne pas essayer. Alors évidemment, je n'ai pas envie de rater, mais je pense que c'est une aventure qui est suivie par beaucoup, beaucoup de monde à cause du message lui-même. Et j'espère que par rapport à ce message, ça va réussir. Mais maintenant, peut-être qu'on va flotter au milieu du Pacifique ou de l'Atlantique après un amérissage en catastrophe. Je ne sais pas, c'est toujours possible. Ça, ce sera la partie cruciale. Hein. Vous allez survoler l'océan pendant combien de jours? Chaque océan, c'est à peu près 5 jours et 5 nuits. Alors, André Borschberg fera un océan, moi je ferai l'autre. Ça veut dire 5 jours et 5 nuits en dormant, mais en dormant comment? Par coup de 20 minutes, entre 10 et 15 fois par jour. En cas d'accident, il y a quoi? Il y a un siège éjectable? Non, ce serait beaucoup trop lourd. On a une porte qu'on ouvre et on saute. On s'est entraîné à ça avec André. Vous y pensez à ça? Mais il faut y penser. Il faut y penser. On doit être prêt à tout. Vous savez, dans la vie, finalement, nous, on a ce risque-là. Il y a d'autres gens qui ont d'autres risques. Il y a ceux qui déménagent, il y a ceux qui se marient, il y a ceux qui divorcent, il y a ceux qui font des études, il y a ceux qui élèvent leurs enfants. Tout ça, c'est des risques, tout ça, c'est des peurs, tout ça, c'est aussi des angoisses. Et ce qu'il faut, je pense, dans la vie, pour arriver à tenir le coup, parce que la vie, c'est vraiment un truc difficile, il faut augmenter son seuil de tolérance à l'angoisse. Et ça, c'est important. Si la moindre des petites choses nous déstabilise, on va être perdu, mais même en se levant le matin. Donc, il faut augmenter son acceptation de l'angoisse et réaliser que ce n'est pas l'angoisse qui nous détruit. Ce qui nous détruit, c'est notre peur d'être angoissé. La mort, on y pense quand on voit ces vidéos des explorateurs, premiers explorateurs, les premières personnes qui ont volé en avion, etc. Quand on voit ces morts, c'est troublant, hein, parce qu'on se dit qu'ils ont vécu leur passion. Quand vous les regardez, vous pensez à quoi? Les pionniers?
Mais je me dis qu'ils voulaient vraiment arriver à ce qu'ils ont fait. Ouais. Et Jean Mermoz avait dit, l'accident pour moi, ce serait de mourir dans mon lit. Bon, c'est un style et c'est une époque. Il n'avait pas non plus d'enfants, il n'était pas non plus marié. Moi, je n'ai pas envie de mourir dans un accident, dans un tour du monde ou dans un vol comme ça. Ouais. Mais c'est toujours possible, mais c'est possible de mourir à n'importe quel moment. Ce qu'il faut, c'est inclure cette idée de la mort dans un sens qu'on donne à la vie. C'est-à-dire que je pense que... Et je pensais ça, la foi. La foi, ce n'est pas forcément de croire en Dieu. La foi, c'est de croire que ce qu'on vit collectivement dans l'humanité a un sens, qu'il y a une évolution, qu'il y a une direction, qu'il y a une raison d'être, même si on ne la connaît pas. À partir de là, on essaye de vivre le mieux possible, on essaye de trouver les outils pour vivre le mieux possible, trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. Et puis, il y a la mort au stade ultime. Personne n'a envie d'y arriver trop tôt, mais tout le monde sait que c'est la seule certitude de la vie, c'est qu'on va y arriver une fois. Il y a plusieurs origines religieuses dans votre parcours. Alors, le bouddhisme de Mathieu Ricard qui vous préface, votre mère et le milieu des pasteurs, etc. Vous êtes croyant, vous? Mais moi, je suis croyant dans le Dieu qui a créé les hommes et qui a créé la terre et l'humanité. Mais je ne suis absolument pas croyant dans le Dieu très humain que les hommes fabriquent pour se rassurer de leur peur, de la mort, etc. Ça veut dire, dans la vie après la mort, vous croyez? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Si on croit à une évolution de l'être humain, ce n'est pas pour que tout se termine au moment de la mort. Je pense que là, ça n'aurait pas énormément de sens. Bertrand Piccard, on voyait en début d'émission la photo, presque la photo de la famille royale, hein, les trois Piccard, de votre trace. Sur votre trace, vous pensez, vous dites, voilà ce que je laisserai. Il y a un journaliste qui a demandé à mes enfants quel est l'héritage que vous avez de votre père, avec toute cette dynastie, toute cette science, toute cette technologie. Et mes enfants ont répondu un héritage psychologique ou spirituel. Et ça m'a fait plaisir. Parce que finalement, l'exploration, c'est aussi cette dimension-là. Et je me sens finalement beaucoup plus psychiatre et psychothérapeute et hypnothérapeute que pilote. Pilote, c'est une manière d'appliquer tout ce que j'apprends et tout ce que j'ai envie de transmettre, de l'appliquer de manière concrète. Mais quand j'ai écrit ce livre, j'ai adoré l'écrire. J'ai adoré me mettre tous les matins pendant mes week-ends ou mes semaines de vacances devant une feuille de papier et écrire à la main tout ça. Et je me suis dit, mais c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Alors évidemment, j'adore voler, mais j'adore aussi écrire. Dans une précédente émission, vous disiez qu'il vous arrivait de pleurer avec des patients. Ça en dit beaucoup sur vous. Hein. Vous n'êtes pas. Il y a des techniques de psychiatrie très définies. Vous êtes assez libre quand même. Hein. Vous n'aimez pas trop les carcans. Non, j'aime pas du tout les carcans. Et je pense que cette neutralité bienveillante du psychanalyste peut être appliquée dans la psychanalyse pure, mais il y a aussi des tas d'autres manières de faire. Et vous savez, je suis peut-être moins égocentrique que ce que vous avez dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a il y a des notions de souffrance, de trajet de vie chez des patients qui m'ont tellement bouleversé. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Pleuré ensemble. Mais ils m'ont appris déjà, je pense que ça c'est vraiment la chose que les patients m'ont appris, c'est que la plus grande source de souffrance, c'est la peur de l'inconnu, c'est la résistance au changement et c'est le manque de confiance dans les ressources intérieures qu'on peut développer pour faire face à la vie. Bertrand Piccard, merci. Rendez-vous 2015, ce sera une grande année pour vous. Le vol, vous avez la peur, la plus grande peur, c'est quoi? Pour être très honnête, la plus grande peur, c'est de me retrouver au milieu d'un océan après avoir dû m'éjecter de Solar Impulse, avec mon canot de sauvetage que j'arrive pas à ouvrir ou que j'ai perdu, et je suis là au milieu des vagues de 10 mètres avec un gilet de sauvetage à attendre qu'on vienne me chercher. Vous en faites des cauchemars? J'en fais pas de cauchemars, mais c'est pour ça que je me prépare vraiment bien et qu'on a fait même un camp d'entraînement dans le nord de l'Allemagne pour être sûr de pouvoir arriver à gonfler notre canot, nous mettre dessus et survivre quelques jours avant qu'un bateau arrive. Et les rêves, c'est quoi? Franchement, vous avez une vie tellement étonnante, vous avez vu tellement de paysages, de toutes les altitudes imaginables. Le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est qu'il y ait suffisamment de millions de personnes qui suivent le vol de Solar Impulse et qui se disent « je peux faire la même chose au niveau des technologies propres, je peux faire la même chose au niveau des énergies renouvelables, je peux baisser mon empreinte carbone sur cette planète et je peux fonctionner un petit peu
plus de manière pionnier, explorateur dans ma vie et fonctionner mieux. Ça c'est le rêve ultime. Merci Bertrand Piccard. On vous lira Changer d'altitude aux éditions Stock. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.